Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour contrer l'épidémie de Covid, cette nouvelle vague, cette deuxième vague de l'épidémie. L'état d'urgence a été voté samedi par l'Assemblée nationale. Le couvre-feu est installé pour 46 millions de Français. Il y a l'état d'urgence, mais il n'y a pas l'union nationale qu'a réclamé notamment Olivier Véran au nom du gouvernement. Pourquoi vous ne vous rangez pas, comme d'autres partis d'ailleurs, derrière le... Nous sommes évidemment derrière nos soignants, derrière nos médecins qui vont faire face à ce second afflux dans les hôpitaux. Mais si vous voulez, d'une manière générale, nous avons demandé que cet état d'urgence, et nous n'avons d'ailleurs pas participé au vote, soit surveillé par le Parlement. Parce que voilà maintenant plusieurs mois que cette épidémie du Covid-19 a démarré. Et moi, j'entends, si vous voulez, un peu trop aujourd'hui les médecins nous dire « rien n'est prêt ». Voilà, Emmanuel Macron, au mois de juillet, il nous a dit « nous serons prêts à faire face à une seconde vague ». Alors, lorsque j'entends les dernières déclarations du président du Conseil de l'Ordre des médecins, du syndicat des médecins généralistes, MG France, nous dire « nous n'avons aucune stratégie claire, la seconde vague n'a pas été anticipée ». Eh bien, si vous voulez, l'unité nationale, c'est bien, c'est nécessaire, derrière les soignants, mais à un moment donné, il faut un peu de cohérence, politique. Et nous payons aujourd'hui l'absence d'anticipation du gouvernement. Il faut dire les choses très clairement. Et voilà. Sur ce point, par exemple, le ministre de la Santé répond qu'il y a effectivement 5000 lits de réanimation comme au printemps, mais que ce nombre peut être projeté à plusieurs milliers de lits supplémentaires si cela le nécessite. Pour l'instant, il n'y a pas encore de saturation. Qu'auriez-vous fait à leur place ? Mais attendez, ils sont contradictoires. Oui. Ils nous disent en même temps, on va pouvoir se projeter dans plusieurs mois sur plusieurs nouveaux lits de réanimation, et en même temps, on prend dès maintenant des mesures qui sont effectivement très dures pour les libertés individuelles et surtout qui vont coûter très très cher à nos restaurateurs, à nos commerçants, à nos chefs d'entreprise, nos chefs de TPE, PME. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est anticiper dès le mois de juillet. Regardez nos voisins italiens, par exemple. Nos voisins italiens, depuis le confinement, ils ont embauché 14 600 nouveaux infirmiers, 6 600 médecins. Or, nous, en France, on a fait exactement le contraire. Les capacités de réanimation, par exemple, en Île-de-France, elles ont diminué de 30% par rapport à la sortie du confinement. Donc, à un moment donné, il faut anticiper, gouverner, c'est prévoir. Or, c'est vrai que là-dessus, le gouvernement n'a rien anticipé. Et nous en payons aujourd'hui le prix. Mettez-vous à la place d'un soignant à qui on vient dire aujourd'hui, vous allez devoir faire face à une seconde vague et à qui nous n'avons pas, effectivement, donné les moyens ces derniers mois de lutter. L'un des moyens d'anticiper, c'est cette nouvelle application, Tous Anti-Covid, 4 millions de téléchargements depuis qu'elle a été lancée en fin de semaine dernière. Est-ce que vous-même, vous l'avez téléchargé ? Non, je ne l'ai pas téléchargé parce qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui avec le gouvernement. Enfin, quand il y a quelques jours, sur votre antenne, le Premier ministre vient nous dire qu'il y a quand même, qui est monsieur déconfinement, qui a quand même géré dans le pays cette opération de confinement et de déconfinement, vient nous dire, personnellement, je n'ai pas téléchargé l'application Stop Covid. Qui a connu des bugs. Oui, mais ça pose un problème de cohérence dans la parole publique. Il faut aujourd'hui qu'on arrête de courir derrière l'épidémie et qu'on passe devant. Il y a un grand plan pandémique qui existe pour la grippe, qui n'existe pas pour le Covid. Il y a des tests. Beaucoup de médecins réclament des tests rapides préventifs dans les universités, les entreprises, la fonction publique. Il faut les mettre en place. Ils ont été validés par la Haute Autorité de Santé. Ça coûte quasiment rien, ça coûte quelques euros. Donc il faut mettre en place ces tests et il faut, je dirais, qu'on arrête d'être un peu à la remorque de cette épidémie parce que, encore une fois, gouverner, c'est prévoir. Et depuis le début, la stratégie du gouvernement est hasardeuse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins. Vous avez cité l'Italie. Vous trouvez qu'il y a d'autres pays qui s'y sont mieux préparés, qui ont des bilans meilleurs que le nôtre ? Par exemple, je pense aux États-Unis, auxquels vous allez, dans ce pays dans lequel vous allez vous rendre dans quelques jours, pour assister, je crois, au dernier meeting de Donald Trump. Lorsque vous voyez la situation américaine, vous considérez qu'elle est meilleure que la situation française ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ce sont essentiellement les gouvernements fédéraux qui régissent la politique de santé, pas le gouvernement. Si on est un peu honnête intellectuellement, on voit bien qu'il y a une reprise aujourd'hui, un rebond qui concerne l'intégralité des pays européens, l'intégralité de nos voisins. Je dis juste que nous avons une des mortalités aujourd'hui qui est la plus importante en Europe, proportionnellement au nombre d'habitants. Or, encore une fois, il y avait des mesures de précaution à prendre que Marine Le Pen a réclamé dès le mois de juillet, l'augmentation du nombre de lits, l'embauche d'infirmiers supplémentaires, la revalorisation salariale. Il y a eu quelques euros qui ont été distribués dans le Ségur de la santé, mais tout cela est insuffisant. Et si vous voulez, on peut excuser une erreur politique, mais on ne peut pas excuser l'incohérence systématique de la parole publique et des choix complètement hasardeux où on nous dit en septembre, on va donner une priorité à la relance économique, on va vivre avec, et aujourd'hui, on décide d'enterrer nos restaurateurs dans un certain nombre de villes qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Il faut aujourd'hui tout mettre le paquet sur le soutien à nos commerçants, nos restaurateurs, nos chefs d'entreprise. Il faut quand même pas lever le couvre-feu. Vous dites soutien aux restaurateurs, mais on en reste quand même aux mesures demandées par le gouvernement. Je dis que nous avons été mis dos au mur aujourd'hui et que ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu le faire avant. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire,
parce que nos chefs d'entreprise commencent à recevoir des charges dont on avait promis une éventuelle annulation au second trimestre. Elles n'ont pas été annulées, elles ont été reportées. Un restaurateur me disait qu'il va devoir payer 47 000 € de charges qui ont été reportées sur le second trimestre. Il me dit comment voulez-vous que je les paye? Donc il faut exonérer de charges sur le second trimestre. Alors ce n'est pas des grandes ambitions comme l'a fait Emmanuel Macron avec le plan de relance, c'est très concret, ce sont des fonds propres et ça permettrait de donner de l'oxygène aujourd'hui à nos acteurs de la vie économique qui en ont bien besoin. On vous entend, Jordan Bardella. Un autre sujet, rien ne nous fera reculer. Voilà ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron, alors que la colère monte dans une partie du monde musulman, notamment attisée par le président turc Erdogan, qui reproche au président Macron, je cite, des problèmes de santé mentale depuis qu'il soutient le choix des caricatures visant le prophète Mahomet. Comment vous réagissez, vous, au Rassemblement national? Est-ce que vous faites bloc aujourd'hui derrière le président de la République? Et nous disons depuis maintenant des années qu'il faut arrêter ce jeu de dupes à l'égard de la Turquie, que M. Erdogan est un sultan islamiste qui agit comme une grenade dégoupillée, qui souhaite reconquérir autour de lui l'Empire ottoman et qui n'a de cesse d'organiser des agressions à l'égard de l'Union européenne. Ça a été vrai il y a quelques mois face à la Grèce, à qui il a fait du chantage migratoire. Je m'étais rendu d'ailleurs sur place et on a pu voir effectivement la stratégie belliqueuse ces derniers mois. On l'a vu cet été en mer Égée où la France a bien réagi en envoyant l'armée. Notre ambassadeur a été rappelé, il faut rompre les relations diplomatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jordan Bardella? Il faut couper pas 1 euro pour la Turquie. Voilà, pas 1 euro pour la Turquie. Nous continuons à donner de l'argent à des pays qui nous déclarent une guerre diplomatique en retour, une guerre culturelle, une guerre même cultuelle. Or, la Turquie a bénéficié de 50 milliards d'euros ces 20 dernières années au titre de l'aide au développement, au titre de préadhésion dans le cadre de l'Union européenne. Donc nous demandons des sanctions économiques aujourd'hui à l'égard de la Turquie et il faut arrêter définitivement ce processus d'intégration de la Turquie dans l'Union européenne qui ne partage ni nos valeurs, ni notre identité et qui, encore une fois, prône un discours qui est aux antipodes de ce que nous défendons. Mais si vous voulez, cela ne doit pas faire oublier le vrai sujet qui est celui d'une immigration anarchique aujourd'hui en France, du fondamentalisme islamiste qui a encore frappé il y a quelques jours. Et ces manifestations ne doivent pas le faire oublier. Juste dans les autres pays musulmans où se déroulent des manifestations, on le voyait dans le journal tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut dire? La même chose que le gouvernement? Ne boycottez pas les produits français. Il y a aujourd'hui un sentiment anti-français qui monte à cause de cette affaire de caricature. Si le Koweït veut boycotter le Kiri, je veux dire, c'est leur problème. Mais quel malaise aujourd'hui de voir un pays comme le Pakistan où des chrétiens qui critiqueraient l'islam sont aujourd'hui condamnés à la peine de mort, où l'apostasie vous mène devant les tribunaux et vous mène jusqu'à la pendaison, de voir ces pays-là aujourd'hui, dont le Premier ministre d'ailleurs, je vous rappelle, s'était réjoui il y a quelques années que Ben Laden était mort en martyr, ces pays qui n'ont pas eu un mot, comme M. Erdogan d'ailleurs pour la décapitation de Samuel Paty, qui sont des pays islamistes, venir aujourd'hui nous donner des leçons de droits de l'homme et de vivre en paix. Lorsqu'Emmanuel Macron dit « rien ne nous fera reculer », si je comprends bien, vous l'approuvez à 100%. Mais ce n'est pas Emmanuel Macron que j'approuve, c'est le président de la République, parce que c'est la France qui est attaquée. Mais n'oublions pas le problème central qui se déroule sur notre sol. Je vous rappelle que la moitié des imams étrangers que nous avons sur le territoire français sont des imams payés par la Turquie. Donc il faut aujourd'hui arrêter d'avoir la main qui tremble face au fondamentalisme islamiste et déployer, comme l'a réclamé Marine Le Pen, une législation de guerre dans le respect de l'état de droit pour arrêter aujourd'hui cette inflation de la violence qui vise notre pays depuis maintenant 2012. Et je note que beaucoup s'accordent à dire aujourd'hui que Marine Le Pen avait raison, peut-être un peu trop tôt. On vous a entendu, Jordan Bardella. Merci beaucoup. Merci à vous. Damien, c'est à vous. Suite de Télématin. Bonne journée. Merci, messieurs.